Bonjour mesdames, bonjour messieurs qui nous suivent sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le rendez-vous du journal en français, le journal que vous pouvez également retrouver sur le compte de la télé Renaissance de YouTube. C'est un seul titre de ce journal, c'est la synergie des médias, la radio publique africaine RPA, la radio Inzamba Gateka et la télévision Renaissance. C'est sur un sujet de 10 ans de commémoration de l'assassinat d'Ernest Manirumva, ancien vice-président de l'OLICOM. Cet activiste de la société civile a été assassiné par les agents de l'État selon les enquêtes de la société civile. Le développement, c'est dans un instant. Bienvenue encore une fois. La détermination et le dévouement étaient certains des caractères de cet activiste de la société civile burundaise, Ernest Manirumva, qui a été assassiné après une longue séance de torture. Une brève biographie avec Janvier Bigilman. Aîné d'une famille de 6 enfants, Ernest Manirumva est né sur la colline zone Chombo de la commune et province Moramvia en 1968. Depuis son entrée à l'école primaire de Chombo, il ne connaît que le succès. Il réussit au concours national qui donne accès à l'enseignement secondaire en 1984 et il est orienté à l'école normale des garçons NG de Gitega dans la section scientifique B. Toujours parmi les 5 premiers, il survole sa scolarité sans souci. De 1991 à 1995, Ernest Manirumva fréquente l'université du Burundi. Membre du comité des sages de l'ACR, association des étudiants de Rumuri, il décroche facilement le diplôme de licence dans la faculté des sciences économiques et administratives. De 1998 à 2002, Ernest Manirumva est professeur au lycée SOS, section économie. De 2002 à 2005, il devient secrétaire exécutif de l'association des industriels du Burundi, AIB, et de l'association des employeurs du Burundi, AEB, où il fait connaissance avec Gabriel Rufyiri, jusqu'ici président de l'OLICOM. De 2005 à 2006, Ernest Manirumva a été conseiller principal chargé des questions économiques à la 2e vice-présidence de la République du Burundi sous l'autorité d'Alice Nzomukunda, puis devient son chef de cabinet à intérim pour les mois de décembre 2005 et juin 2006. Des fonctions après lesquelles Manirumva a été vice-président de l'autorité de régulation des marchés publics. Il ne serait pas superflu de signaler qu'en 2005, Manirumva a été un observateur neutre des élections politiques de l'époque. Au cours de la période 2007-2009, Ernest Manirumva a été le vice-président de l'Observatoire pour la lutte contre la corruption et les malversations économiques, une organisation à laquelle il avait adhéré en 2003. Feu Ernest Manirumva a été à maintes reprises délégué par l'OLICOM dans plusieurs commissions mixtes ou encore tripartites. Alors célibataire et assassiné sauvagement dans la nuit du 8 au 9 avril 2009, Ernest Manirumva reste, pour ceux qui l'ont connu, une icône de la lutte contre la corruption. Merci à Janvier Bigilman. Mais comment cet activiste a été tué? Son corps, sa vie a été retrouvé dans la matinée du 9 avril 2009 dans le jardin de son domicile, situé dans le quartier Mutanga Sud. Quelques traces avec Emmanuel Niungeko. Ernest Manirumva est arrêté vers 23h la nuit du 8 avril à son domicile au quartier Mutanga Sud à mairie de Bujumbura. Quelques minutes de son arrivée, après une longue journée de travail, l'opération était menée par des gens en tenue militaire et policière. Après l'arrestation, il a été conduit au quartier Kigobe dans son bureau. Il est ensuite amené au bureau de la Commission nationale du désarmement de la population civile située à la jonction de l'avenue de la JRR et l'avenue Pierre Ngendandoumwe, tout près des bureaux de l'état-major général de l'armée. Selon un agent de la police, Gilbert Havyarimana, témoin oculaire, on a procédé à la sécurisation des lieux. Une fois arrivé au bureau de la Commission nationale de désarmement de la population civile, on nous a intimé l'ordre de prendre position. Ainsi, on nous a demandé de ne laisser passer aucune personne ni voiture. Aussitôt, un groupe de généraux et quelques agents de sécurité est entré dans la pièce où on gardait Ernest Manirumva.
Ils y sont entrés à 5, dont le général Chimiman Adolf, le major Désiré Ouamahoro, colonel David Nikiza, le général Ndirakobucha Gervais Di Ndakugarika, ainsi qu'un agent de transmission du colonel David Nikiza. À leur sortie, Ernest Manirumva n'était plus. Le cortège des mêmes généraux prend la direction du quartier Mutanga Sud. Le corps sans vie de Manirumva dans un minibus. Son corps sera déposé à son domicile. Le jeudi matin, 9 avril 2009, les habitants du quartier Mutanga Sud de la mairie de Bujumbura découvrent le corps sans vie de Manirumva gisant dans le jardin de sa résidence devant sa voiture. Le corps était ensanglanté, notamment sur la tête et les bras, et semblait avoir subi plusieurs coups. Les proches du défunt ont constaté que de nombreux documents avaient été dérobés pendant la nuit du crime à son domicile. Depuis le mois de janvier 2009, avant son décès, Ernest Manirumva a été régulièrement objet de menaces de mort exercées soit par téléphone, soit par le biais des tracts déposés à son bureau ainsi qu'au siège de son organisation Oricom. Merci à Emmanuel Niyunge que certains présumés auteurs de l'assassinat d'Ernest Manirumva ont été éliminés par le pouvoir de Pierre Nkurunziza pour fausser les enquêtes. D'autres ont été relâchés de la prison, comme le précise Pierre Claver Mbonimpa, président de la PRODH, l'association qui milite pour les droits de l'homme et des prisonniers. L'assassinat d'Ernest Manirumva date de longtemps. Et vous savez que au niveau de la justice, on a fait des enquêtes jusqu'à ce qu'il y a même des Américains qui sont venus aider dans les enquêtes. Mais malheureusement, les demandes de faire des tests ADN n'ont pas été respectées. Le gouvernement n'a pas accepté. Et quelques autorités influentes, comme il y avait Adolphe Chimiman, il y avait Nikita David et autres, on les avait demandé d'accepter de prélever du sang et de faire des tests ADN. Mais puisqu'ils savaient ce qu'ils ont commis, ils n'ont pas accepté. Il y a d'autres qu'on avait proposé de participer à l'assassinat d'Ernest Manirumva. Ici, je dirais par exemple le lieutenant, si j'ai bonne mémoire, qui s'appelle, je crois, Nina, qui s'appelle ici, habitait à Tinama, il a été assassiné. Et vous savez, il y a notre policier qui avait même fui, je l'ai gardé à mon bureau à PRODH pendant quelques semaines, et par après, il a fui. Il savait exactement comment on lui avait proposé d'aller aider dans l'assassinat d'Ernest Manirumva. Alors, jusqu'à aujourd'hui, tous les auteurs, tous les premiers auteurs qui avaient été arrêtés et même jugés, qui se trouvaient à la prison centrale de Minda, je crois qu'ils étaient au nombre au moins de 6. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne, sauf une seule personne au nom de Ndaï Samba Iré, qui est toujours en prison. Ernest Manirumva a été assassiné parce qu'il a enquêté sur des dossiers de corruption qui touchent les hautes autorités du Burundi. C'est ce que dit Maître Alexis Dossoif, avocat de l'Oricom. Il demande à la justice burundaise de faire la lumière sur cet assassinat si elle veut se montrer indépendante. Suivez Maître Alexis Dossoif, joint au téléphone par Audace Nimbon. Donc effectivement, il a été assassiné il y a 10 ans exactement aujourd'hui, et en 10 ans, alors que le pouvoir burundais avait promis de faire la lumière sur l'assassinat d'Ernest Manirumva, qui visiblement a été assassiné et éliminé suite à ses activités au sein de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Visiblement, il a enquêté sur des dossiers gênants jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir, notamment le général Adolphe Nchirimana, qui a été tué il y a quelques années au Burundi, impliqué dans les dossiers de corruption. La justice a mené l'enquête. FBI avait prêté main forte aux autorités judiciaires burundaises pour faire la lumière sur l'assassinat et avait recommandé de prélever l'ADN d'une dizaine de personnalités burundaises, militaires, services de renseignement et police. Et jamais la justice burundaise n'a voulu
procéder à ces tests ADN qui pourtant auraient pu mener à la vérité et à éclaircir les commanditaires de l'assassinat d'Ernest Manirumva. Alors aujourd'hui, ça fait maintenant plusieurs années que cette affaire est pendante devant la Cour suprême du Burundi. Il ne fixe pas ce dossier, visiblement trop gênant pour le président Nkurunziza, et ça s'apparente véritablement à un déni de justice. Et il est pourtant dans l'intérêt du Burundi, du peuple burundais, de faire la lumière sur cet assassinat. Si la justice aussi veut montrer qu'elle peut fonctionner de manière indépendante, le dossier Manirumva est un exemple où la justice pourra démontrer son indépendance et son efficacité, son indépendance par rapport au pouvoir en place. Et Ernest Manirumva incarne cette société civile qui lutte pour un monde plus juste, qui combat la corruption, qui se bat au quotidien pour un état de droit. Et c'est aussi pour ça qu'il faut lui rendre hommage 10 ans après son assassinat, parce que au Burundi, comme ailleurs dans le monde, il y a des dizaines et des dizaines d'Ernest Manirumva qui essayent de se battre au quotidien pour la justice et pour le droit et pour le respect de l'état de droit. Ernest Manirumva a été assassiné pour mettre fin aux enquêtes de trafic des armes entre le régime Nkurunziza et les forces négatives basées en République démocratique du Congo. Même si Manirumva a été tué juste au début de ces enquêtes, il a été connu que l'entourage du président burundais Pierre Nkurunziza faisait cette collaboration avec les ex-FDLR, comme cela est apparu dans le rapport des agents du Federal Bureau of Investigation, FBI. Ceux qui avaient eu des informations via un agent de la police burundaise, le gouvernement avait refusé que la FBI procède au test ADN d'une dizaine de hauts gradés de la police pour mener les enquêtes. Le rappel des faits avec Bob Rugourik. L'ancien vice-président de l'organisation anticorruption Ernest Manirumva était réputé pour son intégrité selon ses proches. Bien qu'il enquêtait sur plusieurs dossiers de corruption et malversation, entre autres le fameux dossier de plantation d'arbres fruitiers, la passation du marché de fabrication des passeports biométriques et d'autres marchés publics, les investigations ont démontré que le mobile de son assassinat était ses enquêtes sur un trafic d'armes entre des officiers burundais et le mouvement rebelle FDLR impliqué dans le génocide des Tutsis du Rwanda. Tout débute en février 2008, quand un cargo de type Antonov se pose à l'aéroport international de Bujumbura, à bord des caisses d'armes en provenance de la Malaisie via le Soudan. Tout le personnel de la société burundaise de gestion aéroportuaire Sobugea avait été enfermé dans leur bureau. Seuls des agents de la présidence faisaient le déchargement de ce colis inhabituel. Alerté longtemps avant sur l'arrivée de ce cargo, la radio RPA avait dépêché un journaliste pour un reportage en direct de l'aéroport. Pendant qu'il transmettait en direct sur le déchargement de ces caisses d'armes, le journaliste de la RPA a été sérieusement tabassé par le commandant de l'aéroport et sa garde avant de se sauver. L'information fait l'effet d'une bombe dans la capitale Bujumbura et dans les milieux politico-intellectuels. Un sénateur qui a tenté de se saisir du dossier a échappé de justice à une tentative d'assassinat avant de prendre le chemin de l'exil. Au début de l'année 2009, le vice-président de l'OLICOM, Ernest Manirumva, fraîchement nommé également vice-président de l'autorité de régulation des marchés publics, décide d'en savoir plus sur ce dossier d'armes qui n'arrive pas dans les stocks de l'armée et de la police. Il saisit officiellement la direction logistique à la police nationale. Il n'avait pas compris qu'il vient de mettre son pied dans une fourmilière. Il sera assassiné quelques semaines après. C'était le 9 avril 2009. Un meurtre revendiqué inconsciemment par le régime Nkurunziza, puisque les hommes et les véhicules utilisés appartenaient bel et bien à la police nationale du Burundi. Les premières informations font état d'un crime commandité au sommet de l'État. Le trio Nkurunziza-Bunyoni, général Adolphe Nshimirimana, est immédiatement pointé du doigt. 7 mois après l'assassinat du pourfendeur de la corruption, des experts de l'ONU affirment dans un rapport publié en novembre 2009 que des responsables de la police et du renseignement burundais avaient fourni des armes au mouvement génocidaire FDLR en échange des minerais exploités anarchiquement en République démocratique du Congo. Plus tard, en juillet 2010, des agents de la police américaine FBI qui avaient offert une assistance technique dans les enquêtes ont demandé au parquet général de la République du Burundi de mener des enquêtes et tests ADN auprès des officiers du renseignement et de la police qui avaient été cités par le policier Gilbert Habyarimana enrôlé dans cet assassinat. Les officiers cités par le FBI sont le général Adolphe Nshimirimana, ancien patron des renseignements burundais, le général Gervais Ndirakobucha dit Ndakugarika,
directeur général adjoint de la police nationale à l'époque. Le colonel Nikiza Davidi, alors commandant région ouest au sein de la police. Le major Désiré Ouamahoro, l'officier de police Jean-Marie Nyonzima, adjudant-major Ndikumana, le commissaire municipal adjoint Ninina Hazwe, le capitaine Pacifique Ndikurio, qui sera plus tard également assassiné, et l'agent de police Nzi Sabira. Face à la demande de la police américaine, le gouvernement Nkurunziza a rejeté toute idée d'enquêter sur ces hauts gradés sous prétexte que c'est la sécurité nationale qui serait mise en cause. Mais que dit la justice par rapport à cet assassinat d'Ernest Manirumva? 10 ans après cet assassinat d'Ernest Manirumva, difficile toujours de croire que la justice burundaise pourra un jour se prononcer. D'après le rapport de la 3e commission d'enquête et sur des agents de la Federal Bureau of Investigation FBI, l'affaire est entre les hauts gradés de la police nationale du Burundi, raison pour laquelle toutes les recommandations issues de ces deux commissions sont dans les oubliettes de la justice burundaise. Bertrand Gendakouli. Au lendemain de l'assassinat d'Ernest Manirumva, une commission a été mise en place par Fabien Daïsawa, directeur général de la police de Soton. Cependant, la commission n'a produit aucun rapport. La société civile n'avait pas de confiance en elle suite à la collaboration entre le directeur général de la police et le patron du service national de renseignement, général Adolphe Nshimirimana, qui était soupçonné d'être parmi les commanditaires. Cette commission a été vite remplacée par celle qui a été nommée par l'ancien procureur de la République à mairie de Bujumbura, Stani Nimagalitse. Elle était composée par des policiers et des civils. Sous pression de la société civile burundaise et les médias, la deuxième commission a été dissoute pour la remplacer avec une troisième. Cette dernière n'a pas changé de composition, mais à sa tête, Adolphe Manirakiza, premier substitut général près la cour d'appel de Bujumbura. Cette commission a fait son travail et a émis des recommandations selon lesquelles la justice burundaise devrait interroger Gabriel Ndowayo alias CC. Celui-ci était détenu au Canada pour ce même dossier. Cette troisième commission semblait déplorer que le gouvernement du Burundi n'ait pas voulu coopérer avec le Canada, qui avait pourtant invité le Burundi à envoyer une commission pour auditionner Gabriel Ndowayo alias CC. Ce rapport recommandait à la justice d'auditionner également David Nikiza, le triste célèbre de ce moment dans les assassinats qui se commettaient surtout à mairie de Bujumbura, et son adjoint Albert Bissaganya, chargé de la police intérieure. La commission regrette aussi qu'elle n'a pas eu les relevés téléphoniques qu'elle avait demandé de David Nikiza et général Adolphe Nshimirimana. Le président de cette troisième commission, Adolphe Manirakiza, aurait ignoré les pistes qu'avait indiqué le président de l'association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues après DH. Ces pistes étaient entre autres de chercher les relevés téléphoniques d'Adolphe Nshimirimana, David Nikiza, Gervin de la Kobucha alias Ndakugarika et Désiré Ouamahoro. Ces relevés permettraient de voir les contacts que ces 4 officiers ont fait dans la nuit de l'assassinat de Manirumva Ernest avec d'autres complices. Le dernier rapport est celui des agents du FBI. Il demandait le test ADN du général Adolphe Nshimirimana, du général Gervais Ndirakobucha, du major Désiré Ouamahoro, du colonel David Nikiza, du capitaine Pacifique Ndowayo, qui était agent de la garde présidentielle, et d'autres 5 agents de la police. Les dernières traces du dossier Manirumva serait aujourd'hui dans la chambre de cassation de la Cour suprême. Aujourd'hui, la société civile burundaise n'espère grand-chose dans ce dossier. Sous le pouvoir du parti CNDD-FDD, on ne peut pas être juge et parti, dit-on. Pas de sportive pour continuer ce journal et les moyens financiers nécessaires pour bien se préparer au championnat d'Afrique des Nations CAF pour l'équipe nationale de football Intamba mu Rugamba ne sont pas encore prêts. C'est ce que dit le président de la Fédération de football du Burundi, Révérien Ndikurio. C'est l'heure du point d'un point de presse qu'il a animé ce lundi. Révérien Ndikurio demande à la population burundaise de se donner corps et âme pour que les Intamba mu Rugamba participent à la CAF sans aucun souci de moyens, suivait Révérien Ndikurio. Nous avons besoin de frais de déplacement pour pouvoir circuler librement. Si nos joueurs ont besoin de venir au Burundi, nous devons assurer leur transport. S'ils passent Dar es Salaam, qu'ils reçoivent les frais de transport. S'ils allent à Doha, qu'ils reçoivent les frais de déplacement pour y aller.
S'ils quittent Doha pour aller en Égypte et après l'Égypte, ils vont revenir au Burundi, nous avons besoin des fonds pour couvrir tout ce circuit et acheter à temps les billets d'avion pour les joueurs. Nous avons besoin aussi de l'argent pour payer les chambres d'hôtel pour nos jours. Quand on est ici à Bujumbura, à Nonara, nous payons. À Dar es Salaam, nous les prendrons en charge et aussi à Caïro. Donc, on a besoin des moyens financiers. En plus, nous voulons donner des primes. Match gagné, vous allez recevoir telle somme d'argent. Si c'est 2 ou 3 millions, après l'étape dans notre pool, on va vous donner 5 millions. Vous passez l'autre pool, on va vous donner 10 millions. Vous passez encore une fois un autre pool, on vous donne 25 ou 50 millions. Nous pensons que le service s'en charge pour ça, en agissant un règlement qui montre par exemple, si on remporte une coupe alors qu'il y a des gens qui ont contribué, mais aussi certains joueurs qui ne reçoivent pas de l'argent à cause d'une mauvaise organisation. Il faut qu'ils connaissent ça pour mettre ces gens dans ce groupe. Nous les Burundais, nous avons un bon cœur pour aider. Je voulais vous dire qu'ici en Afrique, c'est seulement qu'au Burundi qu'on pratique le patriotisme. Dans les autres pays, on doit payer de l'argent. Vous vous souvenez du dernier match du Burundi contre le Gabon? Ce qui s'est passé, je ne peux pas en revenir de l'organisation. Il y a un pays qui utilise $1 million pour un seul match de compétition. Moi, je ne suis pas leur porte-parole. Par ailleurs, la même fédération annonce qu'elle va recruter d'autres joueurs internationaux dans le but de renforcer l'équipe nationale du Burundi pour les prochains matchs de la phase finale de CAN qui se tiendra en Égypte. Encore une fois, Révérien Dikouliou. Vous demandez s'il y aura d'autres joueurs internationaux. Oui, il se peut qu'il y aura d'autres joueurs. Il y a ceux qui s'occupent de ça. Mais on ne peut pas proclamer aujourd'hui ce qui n'est pas encore fait. On proclame ce qui est déjà là, qui s'est déjà réalisé. Parce que, comme vous venez de le dire, vous le lisez ici et là, mais nous, on proclame ce qui a été déjà réalisé. Vous savez qu'on a déjà 24 joueurs qui ont même participé au match dernier. S'il se peut qu'il y ait 3 joueurs de surplus, bien entendu, on va sélectionner parmi eux en regardant celui qui fera mieux. Mais n'empêche pas que ceux qui seront désélectionnés seront avec les autres en Égypte. Voilà, mesdames et messieurs, c'était ce que professeur journal et merci de nous avoir suivis. Au revoir et au prochain rendez-vous.